Dans cette deuxième partie de la discussion, Bernard de Montréal explique que lorsqu'on entre en contact avec notre source et que l'on développe notre mise en vibration, on est comme dans une phase d'apprentissage. Il précise que les influences astrales sont de plus en plus puissantes et que cela peut se traduire par des pensées astralisées. Il mentionne également qu'il peut être difficile de distinguer si une information provient du plan astral ou du plan mental. Pour traiter avec ces différents niveaux d'information, il est important de prendre en compte plusieurs éléments. Tout d'abord, il faut reconnaître que nous ne sommes pas habitués à communiquer avec l'invisible. Ensuite, il ne faut pas confondre le réel avec la vérité, car cela peut être une distorsion psychologique du moi. De plus, il est essentiel d'apprendre à gérer les déceptions de manière intelligente, car celles-ci résultent d'un manque d'ajustement entre notre conscience supérieure et notre conscience inférieure. Enfin, Bernard souligne l'importance de comprendre que les morts sont des êtres humains et que nous ne devons pas leur accorder une ascendance sur nous. Au contraire, nous devons fusionner nos différents niveaux de conscience pour avoir une ascendance sur le plan astral et sur les entités qui communiquent avec nous. Bernard explique également qu'il existe deux formes d'intelligence, une intelligence mécanique basée sur le cerveau et la psychologie humaine, et une intelligence créatrice présente dans le plan mental et invisible. Il affirme que l'homme peut dominer en développant cette intelligence créatrice et en fusionnant sa conscience. L'intelligence créative n'est pas de l'intelligence, c'est une capacité avancée de manipulation de l'énergie de la pensée. Les êtres invisibles ont la faculté de manipuler cette énergie pour créer des impressions que nous appelons intelligence. Cependant, ces êtres ne sont pas régis par les lois humaines et ne sont pas assujettis aux besoins corporels. Lorsque l'homme comprend cela, il peut se libérer de l'emprise de l'invisible en remettant en question l'information et en ne se laissant pas manipuler. La capacité de contester l'information est l'un des premiers pouvoirs que l'homme acquiert sur l'invisible. Pendant des siècles, l'homme a été un survivant, mais il n'a jamais réussi à contester la pensée originale venant des sphères invisibles. En conséquence, l'homme sur le plan matériel est assujetti à l'autorité, à moins qu'il ne développe la capacité de questionner et de contester l'autorité. La relation de l'homme avec les mondes invisibles est considérée comme plus importante que sa relation avec le monde matériel, car il peut être facilement détruit par des forces occultes. La destruction qu'il peut subir dans le monde matériel est relative et il peut toujours s'en sortir. Lorsqu'un homme est en contact avec l'invisible, il vit une prise de conscience de son moi, contrairement à quand il est inconscient ou il se sent simplement dans son moi. Les personnes qui entrent en contact avec l'invisible se posent souvent la question du pourquoi moi, ce qui est lié à la présomption du moi et peut entraîner un état de conscience schizophrénique si la réponse n'est pas bien comprise. Les plans de lumière et les intelligences en dehors de l'incarnation peuvent fournir des réponses intelligentes à cette question, contrairement aux forces astrales qui manipulent l'ego de l'homme en lui donnant une fausse valeur religieuse. Aujourd'hui, l'homme n'a pas de protection réelle contre l'invisible, sauf quelques principes intégrés dans une certaine science. Cependant, avec le temps, cette science se répandra et l'homme pourra accéder à ces informations, ce qui l'amènera à mettre de côté la présomption de son moi et à communiquer par télépathie. Pour cela, il devra abandonner les mécanismes psychologiques de son ego involutif, tels que la croyance. Il faut comprendre que ce qui est en haut est régi par des lois d'en haut, et ce qui est en bas est régi par les lois d'en bas, et un jour, il faudra mettre de côté la croyance que ce qui est en haut est en bas. Dans ce discours, l'auteur soutient que le principe selon lequel ce qui est en haut est en bas ne s'applique pas. Il explique que si l'on pouvait vraiment établir un lien avec le plan mental invisible, nous pourrions prédire l'avenir et cela perturberait les bases de la civilisation. Les lois cosmiques empêchent cette connexion entre les plans matériels et invisibles. Toutefois, l'homme aura un jour une compréhension totale de l'invisible, de la mort et des plans de lumière, mais il devra contester et sortir de la matière pour accéder à cette connaissance totale. La matière n'est qu'un moyen temporaire pour permettre à l'âme de se développer. Avant de pouvoir bénéficier du contact avec les plans invisibles, l'homme devra avoir une conscience morontielle qui dépasse le champ astral et incarné. Le partage de cette connaissance avec l'âme est limité pour des raisons de stabilité et de préservation de la société. Ainsi, l'idée que ce qui est en haut est en bas doit être contestée, et les lois cosmiques empêchent l'homme de tout savoir sur le plan matériel. L'homme conscient est capable de discerner la vérité et ne peut être trompé car il ne se base pas sur des informations invisibles. Par sa conscience, il conteste et remet en question les connaissances traditionnelles et la mémoire collective. La contestation fait partie intégrante de sa remise en cause de la réalité établie.
Pour cela, il doit découvrir ses propres outils et forces intérieures. La contestation équilibre ce qui est en haut et en bas. Les mondes spirituels tentent de nous faire croire que ce qui est en haut est aussi en bas, en défendant leurs intérêts et en empêchant ainsi le bonheur des êtres humains. Pour ces mondes, la lumière est inatteignable et la fusion avec celle-ci est très lointaine. Cela les fait souffrir, même lorsqu'ils sont de grands gourous spirituels, car ils ont conscience de leur manque de contact avec la lumière après leur mort. Contrairement aux êtres spirituels, l'homme est vivant car il a un contact, il peut penser, ce qui n'est pas possible dans la mort. Les plans astraux près du centre de la Terre sont contrôlés par des forces qui sont à la fois lumineuses et sombres. La lumière consolide leur énergie astrale et crée une forme tandis que l'obscurité leur donne de l'espace. Lorsqu'ils entrent en contact avec des êtres conscients, la lumière de l'homme descend jusqu'au fond de ces plans, provoquant une révolte. Cette révolte se propage jusqu'au plan plus subtil et atteint le monde des âmes les plus évoluées, créant une impression de vitalité chez elles. Dans cette discussion, l'orateur explique que le pouvoir est dangereux car il est toujours lié à une fausse identité. Les êtres qui ont besoin d'identité utilisent le pouvoir pour se manifester et cela crée de la souffrance. Pendant l'involution, le pouvoir a causé beaucoup de souffrance à différents niveaux. Cependant, dans l'évolution, le pouvoir sera totalement rejeté par l'homme. L'orateur souligne que l'homme doit contester l'autorité pour être dans son autorité, ce qui le libérera de l'illusion de l'identité. En ne présumant pas son moi, l'homme reconnaît qu'il existe une mesure plus grande de lui-même. Contester une force supérieure quand on se perçoit comme rien implique de reconnaître qu'il y a une plus grande mesure de soi-même. Au-delà des conditionnements. Bernard de Montréal explique que la présomption du moi est une illusion de l'homme qui pense qu'il pense, ce qui limite sa conscience et son autorité. Il affirme que l'homme doit reprendre son autorité occulte et développer une conscience avancée qui dépasse la pensée pour traiter avec l'invisible et l'occulte. Il estime que la présomption du moi fait partie de l'incarnation et de l'involution, mais qu'elle doit être éliminée dans l'évolution pour accéder à une plus grande mesure de l'être. La présomption du moi est limitée et basée sur la crainte, car elle empêche l'homme de contester l'autorité occulte et de comprendre la vie, la mort et la maladie. Du point de vue des relations humaines, il reconnaît que les gens sont plus à l'aise lorsqu'il y a une mesure, c'est-à-dire lorsque des critères physiques et sociaux sont établis. Cependant, il indique que le développement de la maturité permet de vivre normalement sans mesure, en étant en contact avec la source occulte. Lorsque l'homme se lance dans un cheminement spirituel, il doit faire face à un choc, un réajustement. C'est pourquoi il est recommandé de s'appuyer sur les principes de ceux qui ont déjà vécu cette expérience, tout en continuant à mener une vie normale. Beaucoup de personnes cherchent à se spiritualiser mais finissent par se couper de la réalité matérielle, ce qui les met en danger. Cependant, il est également possible de tomber dans l'autre extrême en suivant des sectes qui se focalisent sur des contacts avec des entités extraterrestres. Ces sectes cherchent souvent à acquérir un pouvoir matériel, en promettant un avenir meilleur en dehors de la matière. Pour éviter ces pièges, il est nécessaire d'apprendre de ses erreurs et de faire face à la déception, qui est une occasion d'intelligence. La déception permet de se recentrer sur soi-même et de devenir plus intelligent. C'est une alerte qui nous indique qu'il faut s'ajuster et se mettre en focus. Cependant, il est souvent difficile de reconnaître la déception comme un indicateur et de l'utiliser pour ajuster notre démarche. Bernard, quant à lui, vit selon la déception et considère cette dernière comme un élément clé de sa vie. La vie est remplie de déceptions, mais si nous en sommes conscients et que nous apprenons de ces expériences, nous pouvons évoluer. La déception est une partie des lois planétaires et c'est à travers elle que notre esprit et notre âme évoluent. Cependant, pour utiliser la déception de manière constructive, il faut être conscient de ce qui se passe au niveau occulte et ne pas être présomptueux. Vivre des déceptions peut aider à se concentrer sur l'essentiel et, avec le temps, mettre fin à la souffrance dans la vie. Dans un monde où les pressions astrales peuvent provoquer de nombreuses déceptions, il est essentiel d'être conscient de ces influences et de trouver des outils pour limiter leur impact. Se concentrer et réorganiser notre vie est une façon de faire face à ces vibrations négatives. Prendre des décisions plutôt que simplement faire des choix est un moyen de changer notre vie et de suivre une autre voie. C'est une forme d'intelligence et de compréhension de notre conscience subtile. Prendre des décisions peut entraîner des changements profonds dans notre vie, comme se débarrasser des cartes de crédit ou arrêter de fumer, et c'est à travers ces décisions que nous descendons l'énergie sur les plans inférieurs. Dans cette conversation, Bernard de Montréal
explique la différence entre la décision et le choix. Selon lui, la décision est totalement mentale et vise à mettre fin à un désordre organisé dans sa vie. Elle est vibratoire et concrète, et ne nécessite pas de calcul des conséquences à l'avenir. La certitude est un élément clé dans la prise de décision, et il la définit comme être sûr de perdre sans en souffrir. Il donne l'exemple d'une relation qui ne fonctionne pas où il faut être sûr de perdre sans souffrir pour prendre une décision. La décision est toujours intelligente, car elle permet de se libérer. Dans cette conversation, le BDM explique que la vie nous mettra toujours dans des situations de bouleversement pour nous faire évoluer, mais c'est à nous de neutraliser ces bouleversements en acceptant de perdre sans avoir peur. Il précise également que les décisions prises sont toujours intelligentes et prennent en considération tous les aspects. Il explique que les plans, les forces supérieures, nous envoient les vibrations pour prendre ces décisions, et qu'il n'y a pas de contestation car cela affaiblirait la décision. Il souligne que les décisions sont individuelles, mais les conséquences unifiées dans le cadre familial. En contestation les plans, on indique simplement que notre timing n'est pas aligné avec les forces. Contester les forces permet de les mettre à notre rythme et de les utiliser de manière créative. Finalement, nous sommes comme des ordinateurs pour les forces supérieures et elles sont au clavier, mais nous pouvons devenir des maîtres à penser en alignant notre rythme avec celui des forces. Dans cette conversation, Bernard de Montréal discute du contrôle du passé par des entités supérieures ou des êtres de lumière. Il explique que les êtres humains contrôlent leur passé évolutif, tandis que ces entités contrôlent notre avenir. Cependant, la conscience de l'homme est souvent limitée et il ne connaît pas cet avenir contrôlé par les entités supérieures. Le passé, selon Bernard de Montréal, est la réorganisation psychique d'un individu, basée sur l'âme, et distribuée dans les sphères de l'intelligence universelle. L'intelligence est nécessaire pour récupérer les erreurs du passé et le valoriser instantanément. Les êtres de lumière, ayant atteint un niveau de perfection élevé, ont un contrôle important sur nous en raison de leur immense passé. Plus un être a un grand passé, plus il a de perfection en raison de son expérience. Cependant, lorsque les êtres humains cessent de penser, ils ne peuvent plus être contrôlés par ces entités et peuvent fusionner avec elles, unifiant ainsi le passé et l'avenir dans ce qu'on appelle la conscience morontielle. La conversation se termine avec des remerciements à Bernard de Montréal.